Bon, alors dans cette présentation, nous allons aborder l'importance du code Morse dans la stabilité prothétique. Pourquoi aborder la notion de code Morse actuellement? Et pourquoi? Deux questions se posent. La deuxième, pourquoi choisir une connectique de type code Morse? Pour répondre à ces questions, deux thèmes doivent être abordés. Le premier, c'est l'analyse des causes de perturbation des tissus périimplantaires. Et la deuxième, quelles sont les solutions qui vont permettre de maintenir les tissus périimplantaires. De la première va découler la deuxième question que nous allons aborder. En premier lieu, dans l'analyse des causes des perturbations des tissus périimplantaires, nous allons analyser toutes les interventions qui ont lieu sur la connexion et les solutions qui vont permettre de favoriser les tissus périimplantaires, c'est favoriser la stabilité du pilier dans l'implant. Favoriser la stabilité du pilier dans l'implant, c'est une énorme question que l'on se pose, car au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que la stabilité du pilier dans l'implant permettait d'éviter de lutter contre de nombreux facteurs défavorisants, comme la cratérisation. Faisons un petit retour en arrière. De nombreuses années durant, l'idée générale, c'était que la connexion idéale entre l'implant et le pilier implantaire était de type hexagone externe. Voici deux types de connexions hexagone externe associés à des cols lisses droits ou à des cols lisses en cône inversé. Un point déjà négatif, c'était l'apparence de ces cônes lisses qui empêchaient quelque part l'os de venir s'agripper à l'implant. Donc, dans l'analyse des causes des perturbations, la première chose que nous allons regarder de plus près, ce sont les micro-mouvements du pilier par rapport à l'implant. Il faut savoir que la stabilité de la connexion entre l'implant et le pilier est fondamentale. Les micro-mouvements du pilier dus au phénomène masticatoire aléatoire entraînent des problèmes dits d'ovalisation, comme on peut le constater sur cette diapo, où l'on voit bien que l'os qui au début se situait en regard de la fin du col lisse de l'implant va avoir tendance à s'éloigner vers les premières spines. Ce phénomène d'ovalisation peut entraîner trois problèmes très importants. Le premier, le dévissage du pilier, et il n'y a pas aucun implantologue de ce nom qui n'a jamais rencontré ce problème de dévissage du pilier, qui est souvent très difficile à traiter parce que la couronne et le pilier finissent par se détacher de l'implant et replacer tout ça oblige à séparer la couronne du pilier et à repositionner cette vis pour stabiliser et le pilier et la couronne. Autre gros problème, la fracture de la vis de fixation de la prothèse, et cette fracture est souvent un très grand handicap car il est assez difficile de récupérer cette vis qui a été cassée. Enfin, les contraintes anarchiques au niveau de l'os sont susceptibles de générer des résorptions osseuses, comme on peut le constater ici. Les micro-mouvements vont entraîner une résorption osseuse qui va être préjudiciable à l'esthétique de l'ensemble implanto-prothétique. Voici ce qui peut se passer. Les contraintes anarchiques au niveau osseux sont susceptibles de générer ce que l'on constate ici, c'est-à-dire une cratérisation avec une énorme résorption osseuse qui met en péril l'édifice implant-prothèse. Autre problème, autre cause de perturbation, les microhiatus. La conséquence des micro-mouvements du pilier entraîne une absence d'étanchéité de la connexion implant-pilier et aboutit à la création d'un microhiatus entre le pilier et le col de l'implant. Ce hiatus va permettre une prolifération bactérienne extrêmement agressive pour l'os et pour la gencive. Et cette prolifération bactérienne sera située surtout au niveau de la jonction implant-pilier, comme l'a démontré il y a de très nombreuses années, donc en 1996, Erickson et ses collègues. La création de ce microhiatus que l'on constate ici entre le pilier et le col de l'implant va entraîner une cratérisation qui ne sera pas située sur... Il y aura une perte osseuse ici, mais la cratérisation, paradoxalement, va se situer en regard de l'implant adjacent et entraîner la perte, malheureusement, de cet implant. Autre analyse, les contraintes occlusales. Le microhiatus augmente lors des phases masticatoires et crée un phénomène de micropompe qui est responsable de la diffusion d'un exsudat de type inflammatoire
qui va correspondre à cette demi-sphère d'un rayon de 1 à 1,5. En clair, dans cette zone, on va avoir un ensemble de microbactéries qui, encore une fois, vont être extrêmement agressives pour l'os et pour la gencive. Cette demi-sphère est en partie responsable de la lyse osseuse périimplantaire et de cette odeur désagréable observée suite au dévissage d'un pilier qui est postal. Dans l'analyse, il y a aussi le problème des contraintes occlusales. Les contraintes occlusales trop importantes comme les surocclusions, et on l'a vu dans la présentation précédente, l'équilibration de ces prothèses sur implant est fondamentale pour justement lutter contre cette surocclusion qui est susceptible, au-delà d'un certain seuil, de conduire, comme l'a démontré Liata et ses collègues en 2000, qui est susceptible de conduire à une lyse osseuse périimplantaire. À partir de là, les ingénieurs se sont penchés sur ce problème de micro-mouvements et de contraintes occlusales, et c'est la raison pour laquelle les fabricants ont modifié les connectiques implantaires en augmentant l'effet de friction implant-pilier, l'effet de stabilité. La friction va permettre, encore une fois, une stabilité plus importante du pilier dans l'implant. Devant ce type de problème, les fabricants et les chercheurs se sont orientés vers une connectique à hexagone interne. Mais malgré tout, même si la modification de la connectique, de la connexion externe par une connectique interne a apporté une amélioration de la rétention de la pièce prothétique, une stabilité entre le pilier et l'implant et une répartition des charges occlusales, elle ne semble pas réduire les contraintes qui s'exercent sur la vis de fixation et qui entraînent un risque identique de fracture de cette vis. Donc aujourd'hui, dans le but d'obtenir une plus grande stabilité et une parfaite étanchéité de la connexion implant-pilier, les fabricants ont développé une nouvelle connectique qui est une connexion de type cône-morse. Cette connectique va permettre de lutter contre les micro-mouvements ainsi que les risques de dévissage, encore une fois, comme je le répète, responsable de la fracture de la vis de fixation sur le pilier de l'implant. Voici l'évolution des différentes connectiques. Nous sommes passés donc d'un hexagone externe, comme on peut le constater ici, à un hexagone interne, sans grande amélioration sur les phases, comme je l'ai expliqué, de fracture ou de dévissage, pour enfin terminer par une connectique de type cône interne. Alors, la connexion conique, dans quel but allons-nous la développer? Alors, le cône morse est un concept qui a été développé par M. Stéphane Morse, qui se base sur la réunion de deux cônes mâles et femelles. Le cône mâle va se placer dans le réceptacle femelle. La conicité idéale pour obtenir une véritable soudure à froid est de travailler sur des conicités de 3 degrés. 3 degrés, c'est une conicité extrêmement faible. Il faut savoir qu'en implantologie, de par le fait qu'il doit être possible d'essayer, de déposer et de remplacer les pièces prothétiques si nécessaire, l'angulation du cône se situera dans la majorité des systèmes implantaires entre 8 et 12 degrés. Ce qui veut dire qu'en fait, on obtiendra un effet grandissant de la friction du pilier sur l'implant, mais qu'on aura malgré tout la possibilité de déplacer, de retirer et de replacer le pilier afin de faire les essayages nécessaires et la pose avec une grande stabilité. De plus, ce type de connectique nous permet une surface de contact entre le pilier et l'implant qui va être de 3 à 7 fois plus importante qu'avec une connexion de type hexagone externe. Voici le type d'angulation presque idéal, entre guillemets, que l'on peut utiliser en implantologie avec une angulation de 12 degrés. Et nous allons avoir une augmentation du cône morse, une angulation du cône morse qui va entraîner une augmentation de la surface de contact. On va avoir 20 mm² de contact entre la partie interne de l'implant et la partie pilier implantaire qui va venir en externe, se jointer avec le cône morse interne de cet implant. À partir de là, différents fabricants ont mis au point des cônes morse avec des angulations variables, comme on peut le constater ici. L'angulation totale peut être de 10,5 jusqu'à des angulations de 3 degrés qui pour moi sont un petit peu trop importantes, puisque là, dans ces cas-là, la friction va être tellement forte, tellement ferme qu'on aura des difficultés à travailler, à déplacer ou à replacer le pilier. Donc, la solution qui va permettre de maintenir les tissus périimplantaires, ça va être d'essayer de stabiliser la connexion implant-pilier. Et pour la stabiliser, on va intégrer une connexion de type cône morse qui
permet à l'ensemble implant-pilier d'être stable et étanche. La connexion intime entre l'implant et le pilier devient extrêmement serrée et on peut alors utiliser le terme de soudure à froid, comme l'ont développé Weigel en 2004 et Dibard en 2005. L'apport du code Morse permet donc de réduire le hiatus entre le pilier et l'implant, et cette réduction du hiatus permet d'éviter une plus grande prolifération bactérienne dans cette zone. La soudure à froid empêche les bactéries de pénétrer dans cette zone extrêmement sensible, cette zone extrêmement perméable, et on contribue à lutter contre la cratérisation péri-implantaire. Par contre, d'un point de vue pratique, et là c'est le petit défaut du code Morse, le code Morse peut entraîner une grande difficulté de positionnement du pilier dans la bonne position, et surtout, le repositionnement du pilier en bonne position dans l'implant est plus compliqué car il perdure une possibilité de rotation. Lorsque l'on réalise une prothèse sur un plan, on place un pilier suivant une certaine situation et on doit pouvoir mettre la couronne pour qu'elle s'intègre harmonieusement dans la cavité buccale. Or, avec le code Morse, il perdure malgré tout une possibilité de rotation. C'est la raison pour laquelle les fabricants ont dû rajouter une indexation supplémentaire à la connexion code Morse. Comme on peut le constater chez ces différents fabricants d'implants, dans le cas de l'hexagone, de l'hexacone et de l'incone, on aura une double connectique code Morse associée à une connectique hexagonale, pour l'osséospide une dihexagonale, pour l'ankylose un système d'empreinte cannelée, pour le contact un système exolobulaire, et pour le trilobulaire, et pour l'axiome une connectique de type trilobulaire. Quel va être l'intérêt de cette double connectique? C'est que ça va permettre un repositionnement de manière quasi certaine en bonne position du pilier qui va supporter la couronne. En conclusion, il faut noter que l'apport du code Morse favorise grandement la stabilité du pilier sur l'implant et diminue les risques de fracture de la vis de fixation. Et de plus, le design du code Morse entraîne une modification de la forme du pilier, aboutissant à un deuxième concept crucial dans le rendu esthétique de la prothèse, qui est le platform switching. Et c'est l'objet de notre prochaine présentation, l'apport du platform switching dans la stabilité osseuse et gingive.